On va continuer à parler de sport, un autre sport que le football avec l'invité de Paris Direct aujourd'hui. Et cet invité, c'est vous, Clarisse Kremer. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes navigatrice en préparation de votre deuxième Vendée Globe, départ prévu en mois de novembre prochain. Et vous signez avec la dessinatrice Maud Bénézit une bande dessinée qui sort aux éditions Delcourt, qui s'appelle J'y vais mais j'ai peur, bande dessinée dans laquelle vous raconter votre premier Vendée Globe, achevé en 2021, et ce qui vous a amené. J'y vais mais j'ai peur, on est d'accord, on a la même ref? Oui, alors c'est marrant, il n'y a pas tant de monde que ça qui a cette référence. Ah ouais, Josiane Balasco, dans Les Bronzés, bien sûr, fin des années 70. Est-ce que c'est une phrase que vous vous dites souvent? Oui, enfin, ce qui est important, c'est que je suis dans l'action, j'y vais, je fais mes choses, qui sont parfois des projets quand même assez ambitieux, d'aller faire un tour du monde en solitaire. Mais c'est important de dire, oui, j'ai peur, oui, j'ai des inquiétudes, oui, j'ai des angoisses. C'est pas si facile. C'est vrai que parfois, comme en tant que marin, on peut être un peu considéré comme des héros des mers, et c'est pas tellement dans cette image-là que je me retrouve, moi. Est-ce que la deuxième fois qu'on se lance dans une course en solitaire, sans escale, sans assistance, est-ce qu'on a moins peur? J'ai moins peur, j'ai pas les mêmes peurs. C'est sûr que je fais moins d'angoisse là à quelques mois du départ qu'il y a 4 ans. Je suis pas trop dans les mêmes dispositions d'esprit, mais j'ai d'autres objectifs, donc forcément on est très malin, le cerveau arrive à se créer d'autres angoisses. Parce que l'objectif de ce deuxième Vendée Globe n'est pas nécessairement le même que le premier. L'idée, vous le disiez vous-même, du premier c'était déjà de finir la course. Exactement. Et vous l'avez très bien fini, on va y revenir. Mais là peut-être qu'on est sur autre chose. Ouais, j'ai envie d'être plus performante, de plus embêter mes petits camarades. C'est un sport de compromis. La dernière fois, vraiment, j'ai essayé de maximiser mes chances de terminer. Donc, j'ai essayé de mettre le curseur de risque à certains moments un peu plus bas que d'autres. Et là, l'idée, c'est d'avoir un autre état d'esprit, oui. De prendre peut-être plus de risques. Vous avez pris le parti Clarisse Kremer depuis qu'on vous connaît, et c'est une des raisons d'être de la BD, de tout raconter de la course au large. Les grands moments comme ceux un peu moins glorieux, vous les racontez sur les réseaux sociaux aussi. On va commencer par les moins glorieux, les réparations de bateaux plus ou moins ratés, les baisses de morale, les petits bobos, que vous racontez avec énormément d'autodérision. Quel genre de ressources ça c'est à la fois dans la vie et sur un bateau d'avoir autant d'autodérision? Ça aide déjà d'écrire à deux, parce qu'on se moque l'une de l'autre, et ça permet aussi d'avoir un peu de recul. Après, moi, c'est aussi une façon pour moi de grandir, d'apprendre de mes erreurs, de les identifier. Enfin, c'était aussi ce qu'il y avait dans ce processus de la bande dessinée. Et je ne sais pas si j'ai tout le temps de l'autodérision. Je peux être un peu susceptible sur le bateau, aussi. Ça marche moins bien. Sur le bateau, ça marche, ça dépend. Il y a des moments où c'est un peu un sport où on se met parfois dans des situations un peu de galère. On se demande un peu comment on va s'en sortir. Parfois, des trucs un peu potache, faire tomber son dîner par terre, et puis parfois des trucs un peu moins drôles, des voiles qui se déchirent, enfin toutes sortes d'avaries techniques qui peuvent arriver. Quand on est dans une bonne disposition d'esprit, on arrive à en rire, ou au moins à se dire, à parler tout haut, à voix haute, à prendre un peu de recul, à se dire je vais gérer. Et puis oui, je l'ai jamais caché, il y a des moments où vraiment on est un peu découragé parce qu'on est très fatigué, mais ça fait partie justement de mes objectifs là sur ce prochain Vendée Globe, c'est de beaucoup mieux gérer l'incertitude. C'est ça qui est difficile et qui est angoissant sur nos bateaux, c'est qu'on dit qu'il y a un problème par jour, et ça se vérifie assez bien, voire plusieurs problèmes par jour, et il faut réussir à profiter de la vie, à être dans l'instant présent, à faire avancer son bateau sans se projeter en permanence dans toutes les choses moins fun qui peuvent nous arriver. Alors, parmi les choses moins fun dont vous parlez beaucoup et dans la BD, et dont vous aviez déjà parlé au moment du premier Vendée, c'est les questions du manque de sommeil. Vous étiez fait, depuis la Terre, un film de comment ça allait se passer sur le bateau. Ça ne se passe évidemment pas comme vous pensiez que ça allait se passer. C'est très compliqué de dormir sur un bateau. C'est compliqué parce que on est tout seul, donc par définition le bateau continue d'avancer. Mais vous ne pouvez pas ne pas dormir. Voilà, il faut quand même bien dormir. Sur 3 mois en mer, on essaye de dormir au moins 4, 5, 6 heures par tranche de 24 heures. Sinon, physiquement, le corps humain n'est pas capable de tenir, surtout quand on fait des efforts physiques intenses comme ça. Et donc on dort par petites tranches, par tranche d'1 heure, 2 heures. Et puis parfois, on n'arrive pas à lâcher prise. En fait, on n'arrive pas à éteindre son cerveau, comme je dis, pour réussir à vraiment s'assoupir, s'endormir. Il y a des bruits.
il y a le bruit, il y a les mouvements, il y a l'inquiétude de la météo mauvaise qui peut arriver ou la météo qui est en train d'arriver, les avaries qu'on a en tête, qu'on n'a pas encore réparées, sur lesquelles on se projette. Voilà, il y a tout un tas de raisons de s'inquiéter. Et moi, j'ai eu parfois des moments où j'arrivais plus à dormir, ou en tout cas, j'avais plus la sensation de dormir. Au point que vous avez eu des hallucinations, qui a l'air d'être un mal assez commun chez les marins. Vous avez entendu quelqu'un à la mer. Alors ça, c'était pas sur le Vendée Globe, c'est sur une autre course plus petite où on pousse encore plus on se pousse plus dans nos retranchements encore niveau sommeil, parce que c'est des courses de 2, 3, 4 nuits. Donc vous dites que vous dormirez après. Exactement, on a moins besoin de cette gestion, mais malgré tout, les hallucinations, c'est quelque chose qui est récurrent dans le monde de la course au large, parce qu'on va très très loin dans le manque de sommeil. Mais l'objectif, c'est quand même d'apprendre à se connaître pour pas arriver à ce stade-là, qui n'est ni performant ni safe. Et on essaye d'aller se coucher ou de se reposer avant d'arriver à ces stades où vraiment on imagine des choses. Moi, souvent des choses sonores. Voilà, j'entends des voix. Et ce qui est impressionnant surtout, c'est que le cerveau, on a beau se dire mettre quelques minutes à se rendre compte que c'est une hallucination, si on ne va pas se reposer, elle va revenir de la même façon et on va avoir à peu près le même processus de réflexion pour réussir à se rendre compte que c'est à nouveau une hallucination. Bon, tout ne se passe pas mal pendant cette traversée. Vous dites que vous passez du stress extrême à la joie intense dans la même minute, si on va à l'intensité du moment. Et puis, vous les racontez dans cette BD, vous avez des moments qui donnent très envie, des moments de béatitude que vous appelez le flow. C'est quoi le flow? C'est un terme qu'on entend souvent dans le monde du sport. Où, moi, je faisais de la course à pied avant. Donc, c'est par exemple quand, même alors qu'on est dans un effort intense, le cerveau part ailleurs, on est bien, tout est facile, c'est fluide et il n'y a pas de cette sensation d'effort absolument. C'est plus difficile à avoir sur l'échelle de 3 mois, donc je l'ai eu par moments, parfois pendant plusieurs heures, parfois pendant plusiurs jours. Et là, vous dites que rien vous manque, quoi. Et voilà, on est bien sur l'eau. Au bon endroit, au bon moment. J'ai aussi j'ai aussi un peu appelé ça l'état sauvage, où on se compare plus à la vie à terre, on pense plus tellement aux gens qu'on aime, même pour... là, ça peut être un peu égoïste. Et on se concentre sur notre petite planète bateau et sur avancer, sur nos objectifs du jour, sur s'occuper de notre compagnon qui est notre bateau. Et c'est assez agréable. Finalement, la vie devient assez simple. On se pose moins de questions. Et avoir accès à ces moments-là, à ces endroits-là qui sont... inaccessible au commun des mortels. Vous racontez notamment votre entrevue, votre rencontre avec un albatros. Qui peut raconter avoir croisé un albatros en plein océan? C'est un privilège, c'est un luxe. Est-ce que c'est une forme de responsabilité que vous avez? Bah oui, moi je le dis toujours, c'est vraiment un privilège, un luxe de vivre de ces aventures-là. Parfois, du coup, on se demande un peu comment y donner du sens, le partager. Ça fait partie un peu de nos devoirs, en fait, de partager ces images, d'expliquer ce que c'est une vie de marin. C'est pas que de la com, quoi. Vous dites que c'est votre boulot en tant que citoyenne aussi. Oui, c'est ça, ça fait partie de mon travail. J'ai la chance c'est une chance, c'est un privilège. Et du coup, comment est-ce que j'arrive, tant bien que mal, à le partager, si ça peut faire vibrer quelqu'un 30 secondes dans sa journée, ça donne un peu du sens. Ça justifie un peu tout ça dans ma tête. C'est peut-être juste de l'auto-justification, mais je me dis que c'est mieux que rien. Non, mais vous avez le droit, et on est heureux pour vous. Vous vous interrogez notamment à ce titre sur votre responsabilité écologique. Il en est question dans la bande dessinée. On aimerait faire de vous, les marins, des ambassadeurs très clean des océans, mais vous l'écrivez, la course au large, ça pollue. Même si les bateaux sont poussés par le vent, ils sont très énergivores et dans leur construction et dans leur fonctionnement. Comment est-ce que vous vivez avec cette forme de contradiction? Oui, j'ai une forme d'incohérence dans mon métier. Après, on n'est pas non plus... on essaye de faire avancer les choses. Il y a pas mal d'innovations, comme les hydrogénérateurs, comme l'utilisation de certains matériaux biosourcés qu'on essaie de pousser sur nos bateaux, qui ont des applications dans d'autres secteurs plus gros, parce que nous, c'est quand même une niche, la course au large. Donc c'est une incohérence de notre métier où on est à la fois passionné par les océans, par la nature, on est un peu, on essaye de sensibiliser à leur protection, aussi à leurs problèmes qui sont énormes actuellement. Et en même temps, on n'est pas blanc comme neige, mais c'est un peu le cas de toute activité humaine aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui est important de dire. Le monde est nuancé, c'est rarement tout noir, tout blanc. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, on l'est de moins en moins nuancé. Et c'est ça que je trouve important à rappeler.
Vivre avec ces contradictions. Pour votre premier Vendée, vous étiez venu en parler ici même, vous aviez réussi un exploit en battant le record féminin, avait-on dit à l'époque, de la course bouclée en 87 jours et quelques minutes. Vous racontez que cette idée-là de record féminin, il ne vous parle pas forcément parce que vous, en mer, vous vous sentez marin, dites-vous, avant d'être une femme. Mais est-on vraiment un marin comme les autres quand on est une femme? Votre grossesse en 2022 est venue percuter cette conviction. Après la naissance de votre petite fille, votre sponsor de l'époque vous a lâché pour des raisons de stratégie, de course, dirons-nous, pour faire court. Je sais que vous n'adorez pas revenir sur ce sujet, mais vous avez quand même médiatisé cette affaire. Donc voilà pourquoi on en parle. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette affaire a posé une question qui est assez universelle en réalité et qui, je pense, concerne énormément de femmes, qui est comment est-ce qu'on allie son ambition professionnelle, surtout à un moment de sa vie où on est en pleine forme sur tous les tableaux, comment on allie ça et un projet de maternité? Et on est en 2024 et on nous dit qu'il n'y a pas assez de bébés en France. Et la question est toujours la même en réalité. Oui, c'est vraiment un sujet éminemment compliqué. Le souci, c'est que dès lors qu'on est dans des projets ambitieux, assez lourds financièrement, avec des contraintes logistiques, des contraintes calendaires, et un bébé là-dedans, c'est pas facile à caser parce que c'est la nature, c'est l'incertitude. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Et dans nos projets, ça fait peur en fait. Et c'est ça qui a été, moi, difficile à faire accepter à mon entourage professionnel et qui s'est fini d'une façon que j'ai regretté énormément. Et j'ai pas vraiment la solution, si ce n'est encore une fois d'en parler, que ce soit pas un tabou. Moi, le problème, c'est que dans la course au large, j'avais très peu de précédents, très peu d'exemples de femmes qui avaient réussi à mener les deux. Dans le monde de la course au large, en plus, souvent, le moment où on est le plus performant, où on existe de façon... on a la plus de capacité à trouver des sponsors, à faire des courses ambitieuses, c'est entre 30 et 40 ans. Donc pour une femme, ça correspond un peu aux dernières opportunités pour fonder une famille. Moi, malheureusement, je pense que ça passe forcément par de la régulation, par des règles. Mon sponsor actuel, l'Occitane en Provence, ils ont un congé paternité obligatoire de 12 semaines à l'échelle internationale. Alors, les hommes peuvent éventuellement ne pas le faire, mais c'est soumis à une lettre de motivation. Et pour moi, ça passe par des choses comme ça, en fait. Et ne pas lâcher le morceau aussi, essayer de tout mener de front avec les sacrifices. Et on le sait toutes que ça coûte, mais c'est aussi important d'en parler. Alors, vous avez retrouvé, vous avez dit, un nouveau sponsor. Vous évoquez votre compagnon, donc je me permets de le faire pour la petite histoire. Il prendra aussi le départ du Vendée avec un autre bateau, bien sûr, pour une association. Mais très honnêtement, entre nous, auquel des deux on demande le plus comment ça va se gérer pour la petite? Je pense que vous connaissez la réponse. Voilà. J'ai encore deux questions. Il y a une belle course autour du monde là, qui est partie début janvier de Brest avec des Ultimes, donc qui sont les plus grands bateaux qui existent aujourd'hui sur le marché, j'allais dire, qui n'est pas le bateau dans lequel vous allez partir vous. Est-ce que ça vous fait rêver cette course-là, avec ces géants-là? Ça me fait rêver parce que les bateaux sont absolument magnifiques et en plus ils vont à une vitesse vraiment exceptionnelle. Ils vont presque 2 fois plus vite que nous à l'échelle d'un Vendée Globe, pas tout à fait, mais presque. Après, pour l'instant, j'ai déjà suffisamment de rêves avec mon prochain Vendée Globe et suffisamment d'objectifs. Et je ne m'identifie pas du tout à ces projets-là. Un jour, peut-être, on en reparlera. Et puis, il y a une belle chose que vous dites aussi dans la bande dessinée. J'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus, à la question que nous adorons vous poser, nous, les journalistes. Pourquoi est-ce que vous partez? Vous avez une réponse que donnent aussi souvent des alpinistes à qui on demande pourquoi ils se mettent tant en danger et pourquoi ils vont si haut, si seuls. Et la réponse est... Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous partez. En fait, c'est surtout qu'il y a énormément de raisons différentes. Moi, je suis fascinée par le moyen de locomotion qu'est le bateau. Donc, l'idée de faire le tour de la planète Terre à la voile, c'est quelque chose qui me fait rêver, qui me donne des frissons. Il y a le dépassement de soi, il y a un peu le côté retraite spirituelle, tout ce qu'on apprend aussi techniquement sur un bateau. Enfin, c'est une réponse multiple et heureusement parce que c'est parfois très difficile. Et du coup, ça permet d'avoir plusieurs ressorts d'énergie et de motivation. Et on peut piocher en fonction des situations dans l'un ou dans l'autre. Mais pas savoir y aller quand même, c'est une belle raison aussi. Merci infiniment, Clarisse Kremer, d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct. Même si c'est dans quelques mois, belle course à vous. On vous suivra bien sûr de très près. Ça sort cette BD chez Delcourt et coécrite avec Maud Bénézit. Merci encore. Merci.